Des traces dans la terre, partons à la rencontre de la grande déesse des origines. Impossible de savoir quelles étaient les croyances à l'aube des brumes de la préhistoire. À en croire les spécialistes, il semble bien que le mystère qui nous entoure engendre des croyances de type animiste et donc chamanique. Il parle des esprits féminins qui renouvellent sans cesse ce monde qui nous permet de vivre, et c'est bien ce qu'a identifié Marie-Jacques Gimbutas, encore au néolithique, ce qui fait une tranche de temps vraiment longue. Dans l'Antiquité, nous connaissons encore les histoires de déesses démiurges, créant les montagnes et les rivières, caracolant avec les animaux dans la forêt. Une autre trace nous suit depuis longtemps, l'image de la déesse gardienne du feu, du foyer au sens large du terme. Encore aujourd'hui, Sainte Brigitte est gardienne d'un feu qui ne s'éteint jamais, mais au néolithique, ces esprits féminins gardiens du feu sont multiples. C'est à imaginer l'impact de la découverte du feu qui changea définitivement notre condition quotidienne, mais aussi notre perception spirituelle d'un élément aussi magique généré par une grande-mère bienveillante. Être gardienne du feu et donc du foyer n'a pas à ce moment-là les mêmes significations qu'à notre époque où le foyer engendre des tâches ingrates et dévalorisantes. C'est un temps où, sans le feu, sans la matière cuisinée, la chaleur pour l'hiver, la protection des animaux sauvages, nous sommes bien mal lotis. Ce foyer, à protéger, est donc comme le centre du monde, et garder le foyer est l'acte le plus essentiel, le plus sacré que l'on puisse avoir. Nous savons aujourd'hui que durant la préhistoire, les tâches n'étaient pas genrées, seules les compétences individuelles semblaient favoriser l'activité. Cependant, mettre un enfant au monde était et est toujours la prérogative des femmes. Dans un monde où la vie est fragile, où nous ne sommes que quelques milliers en Europe, mettre au monde est vital. Nous avons conscience de cette nécessité et du bonheur qui nous échoit lorsque nous avons des enfants. Le féminin dans ce contexte de nature pourvoyeuse, de feu et d'enfantement, a toute la reconnaissance de sa valeur, de sa puissance et de sa force. Il n'est absolument pas anodin d'avoir trouvé, durant les milliers d'années qu'a duré le Paléolithique, des centaines de figurines représentant des femmes, ce que nous avons appelé les Vénus, et ce sur un très large pourtour, puisque nous en trouvons en France, mais aussi dans l'est de la Russie. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Au début du néolithique, même si certaines choses changent, c'est-à-dire que nous avons découvert la poterie par exemple et l'utilisation de l'argile, c'est encore et toujours des figurines féminines qui sont majoritaires. Et au début du néolithique, nous en trouvons des milliers. C'est au moment et juste après la colonisation de l'Europe et de l'Eurasie par les Indo-Européens, c'est-à-dire les Yamnaya, que les choses ont commencé à changer et que l'on va trouver beaucoup plus de masculin et donc un dieu masculin. Il faut vraiment de la mauvaise volonté pour ne pas voir une continuité entre les Vénus du Paléolithique et les figurines féminines du début du Néolithique. Ce sont toujours majoritairement des images féminines. Durant le Paléolithique, ce que nous avons appelé Vénus sont des petites statuettes de femmes gravées sur de l'os, de la pierre ou de l'ivoire. Elles sont vraiment petites. La plus grande mesure environ 11 cm et les plus petites 2 à 3 cm. Je vous laisse imaginer ce que ça représente d'attention et de travail pour graver d'aussi petites bonnes femmes avec pour seul outil un silex. Au néolithique, la matière a changé. Nous savons désormais manipuler l'argile et la poterie va nous servir à façonner encore et toujours, majoritairement des femmes, toujours des femmes. Vous voyez là quelques Vénus du Paléolithique sur des milliers d'années, en vert, puis quelques figurines du début du néolithique sur la partie jaune, y compris la fameuse dormeuse de Malte, mieux façonnée, elle ressemble quand même beaucoup aux Vénus paléolithiques, même rondeur et petite taille.
Mis à part qu'elles représentent toutes des femmes, elles ont d'autres points communs. Si les Vénus ont des têtes, on ne voit pas souvent leur visage. Certaines n'ont pas de tête du tout, mais un crochet, comme si nous les portions en pendeloque, une sorte d'amulette protectrice. Elles n'ont pas souvent de bras, ou ceux-ci sont posés sur ou sous la poitrine. Elles ont rarement des pieds et leurs jambes se terminent en fuseau. Nous retrouverons ces caractéristiques au néolithique. Pas de visage identifiable, soit elles n'ont pas de tête, soit elles portent des masques. Et leurs jambes se terminent toujours en fuseau. On peut facilement imaginer qu'elles pouvaient être plantées dans la terre. Ces figurines du néolithique sont moins dodues que celles du paléolithique, même si parfois elles sont remplies de grains, mais c'est leur facture de fabrication qui est complètement différente. Petite Vénus du paléolithique portée en pendeloque ou mis dans une espèce de petit sac qu'on trimballe avec soi, c'est complètement différent au néolithique où on les retrouve en groupe sous forme donc de petites figurines et elles sont présentées avec des objets miniatures, des petits fauteuils, des petits sièges, des petites tables, hein, comme on peut le voir sur ces images. C'est-à-dire qu'on voit ici qu'elles sont utilisées sur des mini-scènes, des petites scénettes, hein, un petit peu comme nous faisons avec les Santons de Provence ou avec la crèche de Noël. C'est-à-dire qu'on peut vraiment imaginer qu'ils rejouaient des scènes comme ça de façon miniature, hein, tout en sachant aussi que certaines caractéristiques, notamment le fait qu'on identifie que les figurines portaient des masques d'animaux et que certaines d'entre elles montrent le personnage portant le masque à la main, on projette l'idée que ces scènes étaient aussi jouées par les humains. Et donc on s'approche déjà, on commence à entrevoir la notion de théâtre jusqu'à ce qu'on le connaisse dans le monde grec pour rejouer les scènes mythologiques. J'imagine que nous sommes loin d'avoir trouvé toutes les figurines qui aient pu exister, qui furent gravées et sculptées. Ce que nous avons trouvé, c'est sans doute qu'une infime partie. Parmi les plus nombreuses, celles du néolithique, les archéologues ont identifié deux types de figurines, les dodus, parfois remplis de grains et souvent trouvés près des fours à pain, ancêtres de déesses type Déméter, et d'autres qu'ils ont littéralement appelées les nues blanches et raides. Elles sont plus fines, elles sont blanches et trouvées majoritairement près des tombes, voire dans les tombes. Le féminin corbeau-vautour, ancêtre de déesses type Morrigan. Cela nous laisse voir deux facettes du féminin divin, une facette génératrice de la vie et de tout ce qui nous permet de vivre, ici le grain de l'agriculture, ce qui ne dissocie pas le néolithique d'une pensée animiste. L'autre facette serait celle de la déesse de la mort, celle qui accompagne dans la mort une sorte de pouvoir de métamorphose possible. Déesse de la vie et de la mort, ces profils nous suivent très longtemps puisque nous les trouvons encore dans les superstitions de nos vieilles campagnes. Une grande déesse et de multiples manifestations. Déesse chouette, avec ses yeux et sa tête de chouette. Accompagné du dieu penseur, son compagnon. Déesse ours, déesse oiseau. Déesse enceinte de la nature, du grain, vulve, ovaire, ovule. Triangle, omniprésence du triangle. Le triangle, symbole de la déesse depuis la nuit des temps. Écriture.
tissage. Les seins de la déesse, la pourvoyeuse de l'eau, du lait. De l'eau de la déesse, de l'eau de ses larmes. Spirale, en mandala, en labyrinthe. L'oiseau, l'œuf dans l'oiseau, œuf, ovule, ovaire, graine, onde, rivière et fleuve, serpent. Des temples dans les villages du néolithique, c'est-à-dire des maisons comme les autres, mais juste un petit peu plus grandes, et souvent elles n'avaient pas de poêle pour se chauffer, ce qui permet de comprendre qu'elles n'étaient pas habitées quotidiennement. Et dans ces temples, donc, il y avait des autels avec dessus toutes ces petites figurines et ces petits objets pour jouer les scénettes. Mais il y avait aussi des miniatures de temples, comme si on rejouait dans la scène le rituel adéquat. Des autels ont aussi été trouvés dans les maisons particulières, un petit peu comme des autels à la famille, comme on peut en voir encore au Japon par exemple, les autels aux ancêtres ou ce genre de choses, toujours avec des petites figurines. Ça nous indique qu'il y avait un culte communautaire, où tout le monde pouvait se rassembler dans un bâtiment particulier, mais il y avait aussi des cultes personnels et particuliers dans chaque maison. On sait que ça existait encore à l'époque des Romains avec les fameuses pénates. Nous en connaissons d'autres, des temples du néolithique, par exemple à Malte, il y en a plusieurs. Dans ces temples, nous avons trouvé de nombreuses figurines féminines. À Malte, aucune trace d'armes létales et de guerre, aucune trace de hiérarchie non plus. Au début du néolithique, dans ce qui est aujourd'hui la Turquie, se trouve le temple de Göbekli Tepe. Ces formes rondes rappellent toujours le féminin et son nom même de Göbekli Tepe veut encore dire colline ventrue, quelque chose à voir avec le ventre féminin divin. À Göbekli Tepe fut trouvée cette gravure incroyable d'une femme qui n'est pas sans rappeler la vulve de l'abri de Ségoniol en France. Ce ne sont pas des enfants qui émergent de leur vulve, mais des fluides vivants, générateurs de vie. Un culte du féminin partout, et très longtemps. Les grottes ont fasciné l'être humain depuis toujours. C'était déjà le cas avec Néandertal, qui façonna des cercles de stalagmites dans la grotte de Brunigel en France. Et les grottes ont quelque chose à voir avec la matrice, l'utérus. Dans les années 2000, nous avons identifié ce que nous avons appelé les grottes matrices. Elles ressemblent naturellement à un appareil génital féminin. Les humains ont accentué cette forme de manière à ce que le soleil puisse pénétrer jusqu'au plus profond, parfois jusqu'à toucher un espace qui ressemble à un autel au moment du solstice. C'est à se demander si les humains de la préhistoire n'avaient vraiment pas conscience du rôle du père dans la fécondation de l'enfant. Dans ces grottes furent trouvées des petites figurines féminines. Les premiers temples, les cairns et autres dolmens reprennent cette image matricielle, comme par exemple les temples de Malte dont les formes sont proches des corps de Vénus préhistoriques. Voici l'intérieur du cairn de Luckrow en Irlande au moment de l'équinoxe. Le soleil pénètre le passage pour accéder au plus profond de l'alcôve. Ce n'est pas sans rappeler le même phénomène à Newgrange lors du solstice, quand le soleil pénètre le passage pour finir par toucher le fond utérin flanqué d'autels. Surprenante découverte en Europe centrale de ces temples, cette fois-ci en terre et en bois, où le jour de l'équinoxe, le soleil parcourt encore une fois le passage pour toucher l'autel le plus éloigné.
Toutes ces mises en place de roches ou de bois et de terre rejouent la scène de la fécondation, de la naissance et de la renaissance dans un ventre féminin. Revenons à nos temples de Malte avec leurs formes suggestives, rappelant les déesses dodues, les grottes, les cavernes et les ventres. Mais plus encore, eux aussi furent construits de manière à ce que les angles du soleil des équinoxes et des solstices entrent et frappent l'obscur mystère du fond du temple. Il est un fait qui peut nous surprendre au premier abord. Le long des routes commerciales dont vous voyez une carte ici proposée par Harald Harman, et elles sont très nombreuses déjà au néolithique, nous avons trouvé des bouts de figurines féminines brisées, comme si lors d'une vente chaque protagoniste avait emporté le bout de la figurine. C'est surprenant, sauf si nous nous souvenons que l'origine du mot symbole, c'est symbolum chez les Grecs, qui étaient des bouts de poterie cassés en deux et partagés. Ici, c'est la même chose, sauf qu'il s'agit de bouts de figurines féminines en argile. Les figurines entières étaient d'abord utilisées dans les rites, comme chargées de spiritualité en quelque sorte, puis utilisées dans les échanges commerciaux, un type d'échange qui inclut l'engagement spirituel. Certaines figurines ont été fabriquées de manière à être facilement brisées, ça confirme pour nous le rôle prégnant de la divinité féminine, énergie vitale présente dans tous les domaines de la vie. L'écriture n'a pas commencé à Sumer, elle existait déjà 2000 ans avant dans la vieille Europe. Une fusariole a été trouvée avec des inscriptions qui ressemblent vraiment beaucoup à une écriture. Et si tout n'a pas été décrypté, une phrase quand même a pu être lue. Et cette phrase exprime que la déesse oiseau et la déesse ours sont bien la même déesse ours. C'est assez difficile de ne pas le relier à cet ouvrage de Woman Who Married the Bear par Barbara Alice Mann et Karina Caylo, qui étudie pendant de nombreuses pages ce qui ressemble à la première religion du monde, c'est-à-dire un lien entre le féminin et la nature sauvage qui permet de manière cyclique la régénération du monde. Donc avec tous ces éléments, c'est difficile de nier que sur ces milliers d'années, il existait un culte majeur au féminin. Ça devient vraiment impossible. C'est trop de traces, c'est trop de choses. Ce n'est qu'après la colonisation par les Yamnaya et le système de pensée endocentré, phallocratique, patriarcal, que les choses ont changé. Alors les déesses n'ont pas complètement disparu, elles se sont juste adaptées d'une manière ou d'une autre. Dans certaines parties du monde, le divin féminin a totalement disparu. Ce n'est pas le cas ici. Certaines déesses ont été assujetties et elles ressentent une grande colère. C'est le cas d'Héra par exemple. Quelques autres ont gardé leur autonomie et leur souveraineté, par exemple Déméter, Artémis et la plupart des déesses irlandaises comme Morrigu. Et puis d'autres encore ont été instrumentalisées. C'est-à-dire que tout en gardant les attributs du grand féminin, elles les ont mis au service de la guerre stratégique et de la cité des hommes du patriarcat, c'est le cas d'Athéna. Mais cela ne représente qu'un laps de temps relativement court comparé à tout ce que nous venons de voir. Pour conclure, nous pouvons avancer qu'un culte au féminin court sur toute la préhistoire. La vie et son corollaire, la mort, se manifestent sans cesse dans le cosmos, la nature et la vie humaine. C'est en quelque sorte le mystère dont nous faisons partie, et ce mystère est féminin. Il est dans le pouvoir de métamorphose, dans la spirale que nous pouvons observer sur le ventre de cette femme d'un couple néolithique. Il se manifeste dans tout, le cosmos et la nature, et dans les activités qui nous permettent de vivre, de nous reproduire, de nous nourrir, de nous soigner, en accord avec la nature.
Danser, chanter, célébrer, cuisiner, faire de la poterie, transmuter le métal, accompagner dans la mort sont des manifestations de ce mystère au féminin, et il est sacré. Nous semblons l'avoir oublié. Retrouvez plus de détails sur mon ouvrage Le culte de la grande déesse des origines, paru aux éditions du Serpent sur amazon.fr.